maintenant, du deuxième point de vue, qui suppose une existence humaine, ça n'a pas du tout fonctionné dans ce sens-là. Parce que cette trilogie n'a pu se constituer qu'à partir, en fait, dans l'ordre inverse. Mais on a commencé historiquement par l'institution des campagnes. Autrement dit, c'est quelque chose qui a commencé avec le néolithique, avec les défrichements néolithiques, avec la naissance de l'agriculture. Parce que c'est à partir de ce moment-là que des tribus, des groupes humains ont commencé à défricher l'espace qui, à ce moment-là, est devenu l'espace sauvage. Il est devenu l'espace sauvage dans son contraste avec l'espace humanisé. Et ça a une incidence véritablement ontologique. D'ailleurs, l'idée même d'espace pourrait bien avoir pris son origine là-dedans, dans cette expérience, c'est-à-dire les débuts de l'agriculture à l'époque néolithique. Il a fallu défricher, il a fallu ouvrir, dans beaucoup de langues, défricher et ouvrir, c'est le même terme. En chinois, par exemple, ouvrir, c'est khai. Et dans des langues européennes ici aussi, bon, il ne m'en vient pas tout de suite à l'esprit, mais un exemple, cette fois-ci ontologique, en revenant sur le terme espace et sur le thème rural. Bon, ce terme rural, en français, il vient du latin rus, qui veut dire la campagne, donc qui a donné rural, ruralité, etc., mais qui a la même racine que des termes qui, dans les langues germaniques, veulent dire espace. Parce que cela descend d'une racine indo-européenne, rebros, qui veut dire, c'est l'idée d'un espace libre, et qui a donné aussi bien l'allemand Raum que l'anglais room, qui veulent dire espace, n'est-ce pas? Raum et room, un espace libre. Mais c'est la même racine que campagne. Et pourquoi? Pourquoi ce rapport entre campagne et espace? Ça n'est pas très clair, mais l'hypothèse que je fais, c'est que ouvrir un espace, ouvrir une clairière dans la forêt, ce que font les essarteurs néolithiques, puisque ça s'est vraisemblablement fait, comme on fait le plus souvent, c'est-à-dire on fait brûler la forêt, c'est plus facile à ouvrir. Donc ça s'appelle de l'essartage. Et les essarteurs néolithiques ont ouvert dans la forêt, du moins en Europe, où l'étendue était forestière, ils ont ouvert des clairières. Alors, une autre hypothèse que l'on peut faire à cet égard, c'est que, et là c'est tout à fait ontologique, ça a sans doute un rapport avec l'idée fréquente chez Heidegger de la clairière comme ouverture de l'être. Hein, ce qu'il appelle Lichtung, c'est bon, c'est une hypothèse, hein, mais il y a toujours des hypothèses qui se cachent
derrière la plupart de nos idées. Qu'est-ce qui s'ouvre? Donc, il s'ouvre à la fois des clairières où l'on va cultiver la terre, mais il s'ouvre en même temps un espace nouveau, il s'ouvre l'espace, et plus encore, il s'ouvre un monde. Alors si je fais cette interprétation, ça n'est pas totalement gratuit, c'est en comparant des termes utilisés dans diverses langues. Par exemple, en chinois, l'ouverture du monde, l'ouverture initiale du monde par séparation de la terre et du ciel, c'est le même terme que celui qui veut dire défricher. Et vous avez le même mot qui est utilisé ici. Alors, ça devient Kaipi. Et on trouve Kaipi, qui se prononce en japonais Kaibyaku. Alors, il y a une expression, Kaibyaku Irai, c'est-à-dire depuis l'ouverture du monde, c'est-à-dire pour dire quelque chose qui est très ancien, vieux comme Mathusalem, on emploie cette expression. Alors, c'est quand même, il y a du sens dans le fait que le même terme, Kaipi en chinois ou Kaibyaku en japonais, veuille dire aussi défricher. Et effectivement, du point de vue de la mésologie, il y a eu à ce moment-là naissance d'un monde nouveau qui s'est défini dans son opposition à l'espace sauvage, à ce qui, depuis ce moment-là, devenait l'espace sauvage. Parce qu'auparavant, ça n'était pas l'espace sauvage. Et là, nous en avons des preuves dans ce qu'a montré l'anthropologie. Par exemple, ce qu'a montré Maurice Godelier à propos des pygmées Mbouti. Ça n'est pas une recherche qu'il a faite directement, parce que c'est à partir des travaux d'un anthropologue anglais, mais bon, il en parlait dans un de ses livres d'une manière plus générale. Ces pygmées, ils habitent la forêt. Leur monde, c'est la forêt. Alors, vu de l'extérieur par les Bantous qui sont, eux, des agriculteurs, il s'agit de deux mondes différents. Et les Bantous ne s'aventurent pas, enfin, du moins à ces époques où il avait travaillé, c'est-à-dire aujourd'hui, s'il reste des pygmées, bon, leur monde s'est rapetissé, mais disons, il y a 2-3 générations, les Bantous n'osaient pas s'aventurer dans la forêt, qui était un monde qui n'était pas leur monde, justement, et réciproquement, et là c'est plus curieux, les Mbouti n'osaient pas s'aventurer hors de la forêt, parce que Derechef, ça n'était pas leur monde. Ça, c'est un cas. En Afrique, on a des exemples du même genre en Amérique du Sud. Philippe Descola a fait sa thèse sur une tribu du groupe Jivaro, les Achouar ou Achouar, je ne sais plus comment on prononce, Achouar. C'est l'équivalent des Mbouti parce qu'eux aussi, ils vivent dans la forêt et n'osent pas ou n'osaient pas s'aventurer hors de la forêt. C'est-à-dire que leur monde, c'est justement cet espace sauvage, l'espace sauvage vu à partir de la campagne. L'espace sauvage n'existe que vu à partir d'un autre monde qui est la campagne. Bon, mais ça va de soi. Ça ne va pas tellement de soi parce que notre réflexe
et on le voit très, très bien dans certains des débats les plus actuels de l'écologie, de l'économie soutenable, etc., les derniers espaces sauvages qui peuvent rester sur la planète, etc. On dit les derniers espaces sauvages, comme l'Antarctique, etc. En fait, c'est nous qui les instituons, à partir de notre point de vue. De même que l'idée même d'espace sauvage s'est instituée à partir des campagnes. Donc, d'un point de vue de Bantou, il y a des espaces sauvages. Alors, d'un point de vue de Pygmée, qu'est-ce que le monde des Bantous? Je ne me rappelle plus comment Godelier le définissait, ni même s'il l'avait défini. En tout cas, ça n'était pas leur monde. Et fondamentalement, c'est bien ça, c'est une histoire de monde, avec un S, de monde différent. Et là, ça rejoint le thème fondamental de la mésologie, c'est que chaque existant, qu'il soit individuel ou collectif, chaque existant a son propre monde ou son propre milieu. Et c'est ce que, plus particulièrement, ont montré les travaux de Uexküll, qui était un naturaliste, Jacob von Uexküll, en montrant que chaque espèce vivante, enfin, il parlait plutôt d'espèces animales, mais le principe vaut pour toute espèce vivante, a son propre monde qu'il appelait Umwelt. Bon, et à partir de là, Welt c'est le monde et c'est entourant, donc c'est le monde ambiant propre à une espèce. Et à partir de là, il a fondé ce qu'il a appelé Umweltlehre. Umweltlehre, ça veut dire l'étude de, ou la science de, la science des mondes ambiants, qui est synonyme de mésologie. Et les mondes ambiants, c'est bien au pluriel, c'est parce que chaque espèce vivante a son propre monde. Donc, dans le rapport dans le cas des humains, qui sont une seule espèce, mais qui, en outre, se subdivisent en sociétés diverses et en cultures diverses, chacune a son propre monde. Dans le cas des Achuar, c'est entre ce qui est dans la forêt et ce qui n'est pas dans la forêt. Dans le cas des Mbouti, il y a notre monde et il y a le monde des autres. C'est bien une histoire d'écoumène, au sens où les Grecs employaient ce terme d'écoumène. Hein, c'est nous autres avons notre monde et eux autres, ils ont leur monde, où nous nous sentons mal, et qui nous dépaysent, etc., etc. Et que naturellement, on méprise fondamentalement. Alors, cela veut dire que, du point de vue, par exemple, du point de vue des Mbouti, on a un monde et le terme cosmos qui le dit, chaque culture a sa propre vision du monde, sa propre cosmologie, et qui est fondamentalement un ordre bon, un ordre qui est bon, un bon ordre. Ce que veut dire ce terme cosmos, fondamentalement. Donc un monde habitable, qui fait sens et qui est bon. C'est des questions que nous avons déjà vues dans les leçons précédentes, mais auxquelles il faut toujours revenir, l'idée étant que c'est un monde qui est approprié par un sujet, collectif en l'occurrence, mais qui peut être individuel aussi, parce que ça subdivise, et qui est
chargées de valeurs qui sont positives. Toutes les valeurs, aussi bien morales qu'esthétiques. Ainsi, pour revenir au thème de l'institution du rural à partir du néolithique, il y a eu à ce moment-là création de monde, il y a eu cosmogenèse. C'est une valeur cosmogénétique. Ou bien apparition d'un monde, c'est-à-dire une cosmophanie. Apparition d'un monde. Et vous voyez que ça s'est fait dans l'ordre inverse de celui qui nous vient d'abord à l'esprit quand on pense à espace sauvage et espace rural, hein, dans notre esprit qui découle de la science moderne. Il y a eu d'abord l'un, le sauvage, et ensuite l'autre, le rural. Maintenant, ce ne sont pas que des histoires de mots, ça a une valeur très directe en esthétique. Par exemple, le paysagiste Bernard Lassus a montré, dans ses enseignements, il revenait souvent là-dessus, avec des exemples très simples. Si on a une collection d'objets sur une table, demandez aux étudiants de les classer du plus naturel au moins naturel, ou du plus naturel au plus artificiel. Donc il fait travailler les étudiants comme ça, et on s'aperçoit que, naturellement, toutes ces valeurs sont relatives, on est plus naturel, enfin, par exemple, l'objet A est plus naturel que l'objet B, ou moins que l'objet C, etc. Et on voit que introduire dans un groupe d'objets un élément qui apparaît plus naturel fait immédiatement ressentir les autres comme plus artificiels. Et inversement, si vous introduisez un élément plus artificiel, il fait apparaître plus naturels les autres éléments. C'est très important, parce que, en fait, dans un paysage à l'échelle ordinaire, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire les choses sont nécessairement en rapport les unes avec les autres, et si vous voulez rendre un espace plus habitable, plus amène, etc., vous devez jouer sur ces différents registres. Donc ça vaudra la peine de revenir là-dessus. L'idée étant qu'il n'y a pas de naturel en soi. Alors, on dit oui, après tout, ça n'est qu'un adjectif. Allons plus loin, il n'y a pas de nature en soi. Là, c'est plus difficile à admettre. Et il faudra revenir sur cette idée.